Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Zone Franche de ce dimanche. Regardez notre passé pour mieux habiter notre présent, c'est l'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui. On dit souvent que les pieds parlent, mais qu'en est-il des mots, qu'en est-il des noms que nous prononçons chaque jour sans plus y penser? Cotonou, Parakou, Ouida, Porto Novo ou encore le moindre petit hameau de notre pays, ces noms ne sont pas de simples étiquettes postales, ce sont des fragments d'histoire, des récits de guerre, des migrations, d'alliances ou de pactes avec la nature figés dans le temps. Oui, et pourtant, l'histoire coloniale, l'urbanisation galopante et l'oubli progressif menacent de dénaturer ce patrimoine invisible. Comment retrouver le sens originel de nos territoires? Comment faire de la langue une science pour valider notre histoire? Pour en parler ce matin, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau un chercheur passionné, une voix autorisée qui scrute les mots pour en extraire la mémoire collective. Il est membre du programme de réécriture de l'histoire de notre pays, professeur Meda Dominique Bada. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Aoun. Merci d'accepter notre invitation ce dimanche. Vous êtes également auteur d'un chef-d'œuvre que nous allons découvrir ensemble, intitulé Toponymie et histoire du Bénin, des noms et des lieux pour une interprétation des faits historiques. Et pour tout cela, je suis avec Éric Guédeno. Éric, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounou. Professeur Mida Dominique Bada, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci vraiment de votre disponibilité. Vous êtes de ceux qui éclairent la lanterne de nos décideurs à la prise de certaines décisions. Je voudrais pour commencer m'intéresser à cette science, justement, qui vous caractérise, puisque vous êtes philologue, chercheur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut comprendre ça? Qu'est-ce que philologue comme vous? Merci beaucoup, monsieur Guédeno. La philologie a plusieurs acceptions. Alors, je vais citer quelques acceptions. La philologie, c'est la linguistique historique et la linguistique comparée. Alors, quand on rentre dans l'acception allemande, on peut lire que l'épigraphie et l'archéologie sont des sciences auxiliaires de la philologie. Et le philologue, c'est d'abord celui qui s'occupe des textes anciens. C'est la science, je peux dire, de l'Antiquité. Et c'est en comparant les textes que le philologue allemand, grammairien et philologue allemand, Franz Bopp, a inventé la linguistique en 1933. La linguistique est sortie de la philologie. Voilà. Alors, la linguistique étudie la langue en elle-même et pour elle-même. Des descriptions syntaxiques, morphologiques, etc. Mais le philologue va plus loin. Le philologue prend le contenu de la langue. Le philologue prend le contenu de la langue. La langue est le véhicule de la pensée, de la culture, de la civilisation et de l'histoire. Voilà. Alors, comme vous, nous en avons combien au Bénin? Je ne sais pas, il doit y avoir certains philologues, mais absolument. Je savais que le professeur Nata, Théophile Madi Nata, il est philologue. Il avait enseigné au département de lettres modernes. Il doit y avoir un autre au Bénin, M. Mawani Mathieu. Il est philologue, voilà. Et je pense moi-même. Mais puis certains anciens collègues, je pense que le professeur Adrien Manou m'a dit une fois qu'il a fait un peu de philologie. Est-ce que nous avons de jeunes étudiants qui s'intéressent à cette discipline-là, à cette science-là? Malheureusement, non. Dans nos universités, on en parle, mais les gens ne sont pas outillés pour cela. Parce que là où nous enseignons à l'université, d'abord Mekalavi, d'abord
la faculté des lettres, arts et sciences humaines, qu'on a scindé en deux, en FLAC, faculté des lettres, langues, arts et communication, et FACH, faculté des sciences humaines et sociales. Voyez-vous, nous enseignons la linguistique. C'est ça le programme. Même nous leur parlons de temps en temps de la démarche des philologues. Des philologues. On peut dire que la philologie est une science qui se meurt au Bénin. Non, ça ne se meurt pas au Bénin. Ça Parce dépend. que j'imagine, vous... Déjà, vous n'êtes pas nombreux et il y a très peu d'étudiants qui s'y intéressent. On forme les gens. Moi, j'ai formé les gens ici selon les principes de la linguistique. C'est ça. Voilà. Mais dans mes publications, j'essaie quand même, moi, de faire sortir le contenu de la langue, c'est-à-dire la culture, la civilisation et l'histoire. Vous pensez que les gouvernants aujourd'hui devaient y consacrer tout un département, par exemple, à l'université? Oui, parce que moi, j'ai pas étudié ici. Et moi, j'ai étudié dans l'ex-Union soviétique. J'ai étudié dans une faculté d'histoire et de philologie. Et ça dépend des programmes. Voilà. Allez, professeur, quand on dit toponymie, qu'est-ce que cela soulève en vous? La toponymie, simplement, c'est un nom de lieu. La toponymie peut apporter un éclairage certain dans l'appréciation et la compréhension de certains aspects de l'existence. La toponymie nous permet de situer les populations d'une localité dans un cadre géographique, de suivre les étapes successives ou les axes principaux de leur migration et partant de connaître leur histoire. Aussi simple que ça. Et quels sont les problèmes que la toponymie résout dans notre société en tant que science, en tant que discipline? Mais celui qui connaît là où il est. Bon, la toponymie, d'accord, la toponymie, je peux dire que c'est un élément de l'onomastique. L'onomastique qui est la science des noms propres. Vous voyez, dans l'onomastique, nous avons la toponymie, nous avons l'hydronymie, l'éronymie, la dendronymie, l'autonymie, l'anthroponymie, la patronymie, etc. Vous voyez, le nom. Tout ce qui est consacré au nom, c'est important. Celui qui connaît le nom qu'il porte, il sait d'où il est venu, où il va. Il connaît ses repères. C'est ça, c'est très important. Alors, Cotonou, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Beaucoup disent Cotonou, Cotonou. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où se trouve Cotonou? Le professeur, mon ancien professeur, Honoré Agassi, paix à son âme, nous a dit une fois que Cotonou, c'est après les Bakito. Il a dit que c'est à l'entrée des villes, des bourgs ou des villages qu'on met le Tolegba. Vous voyez Saint-Michel, le Tolegba que nous avons là, il dit que c'est l'entrée de Cotonou. Tout ce qui est de ce côté, c'est venu après. Alors, il a dit, bon, les gens qui sont les fondateurs de Cotonou. Il nous a dit que certains disent que c'est les Hola, parce que les Hola là, mais il nous a dit que ce sont les Tofin. Et aux environs, je ne sais pas, à Wansoliagé, il y a une baie. Les traces sont là encore aujourd'hui. Alors, pour traverser la baie, pour aller de l'autre côté à Porto Novo, les gens mouraient. Les gens mouraient. Et ils ont dit, tordez-nous et nos coups dehors. Tordez-nous et nos coups dehors. Voyez-vous? Alors, ceux qui sont de l'autre côté, à Wansoliagé, Saint-Cécile et consorts, on peut dire que ce sont les vrais Cotonois. C'est très important de le connaître. C'est ça. Voilà. Alors, nous allons entrer un peu dans le fond du sujet. Nous allons parler de cet ouvrage-là. Qu'est-ce qui a déclenché en vous, disons, ces écrits-là? Pourquoi vous y avez pensé? Merci beaucoup, monsieur Aoun. Et vous savez que
au Togo. Les Togolais ont déjà écrit l'histoire des Togolais depuis 1997, sous la direction du professeur Nikwe Lodjou Gaibor. C'est en 3 volumes. En 2013, le professeur Iba Dertiam au Sénégal a initié le projet de réécriture de l'histoire du Sénégal, des origines jusqu'à nos jours. Je pense que c'est terminé. Et j'avais vu à la télévision, ils ont même remis l'exemplaire à l'ancien président Macky Sall. Alors, le 16 juillet 2021, vous savez qu'à l'Académie, ils ont des organisations. Et le collège C, ça dépend des spécialités. Vous faites allusion à quelle académie? Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Placée sous l'autorité et la protection du chef de l'État. Voilà. ANSAL. Voilà. Le 16 juillet 2021, le collège C s'est réuni. Ils ont analysé un peu ce qui se passe dans la sous-région et ils ont pris la décision de réécrire l'histoire du Bénin. Parce que ils ont constaté qu'il y a des anomalies. Et tout n'est pas pris en compte. Si vous prenez ce livre d'histoire, je l'ai apporté ici exprès, l'histoire de mon pays, écrit par Jean Pliard, il n'y a pas tout le monde dedans. Hein? On ne voit pas la population du Mono, on ne voit pas la population du Koufo, il n'y a pas les gens du plateau à Paketou. Voyez-vous, il n'y en a pas du tout. Donc, certains, ils ont constaté que certains écrits aussi comportent des ratés, des non-dits. Ils ont pris la décision de réécrire l'histoire du Bénin. Donc, ils ont initié le programme de réécriture de l'histoire du Bénin et m'ont invité. Je suis membre de ce projet-là de réécriture de l'histoire du Bénin. Alors, mais avant, je voudrais m'interroger un peu à quelques chronologies, puisque vous avez évoqué l'exemple du Togo et du Sénégal. Dans notre cas, est-ce que par le passé, il y a eu, ne serait-ce que des initiatives? Est-ce que, au moins, même dans le monde scientifique, des gens ont essayé de s'intéresser à la question? Ou ça n'a jamais été une préoccupation pour personne, et c'est à partir de la création de l'académie que la question a été vraiment abordée? Merci beaucoup, M. Guédinon, pour cette question pertinente. Et mon ancien professeur, paix à son âme, Iroko Félix, en avait parlé. Parce que moi-même, j'ai enseigné longtemps dans le département d'histoire et d'archéologie. J'ai enseigné l'onomastique et la réécriture de l'histoire nationale. Alors, le professeur Iroko nous disait qu'on devait réécrire l'histoire de chez nous par la méthode des annales. Voilà, il en avait parlé. C'est ça. Et voilà. Et c'est resté à cette étape. C'est resté à cette étape. Bon, les gens essaient d'écrire des articles, les gens essaient d'en parler, mais c'est l'académie qui a eu le courage de lancer. C'est ça. Voilà. Donc vous étiez dans un développement, ce qui vous a conduit justement à initier ces écrits. Voilà, donc lorsqu'ils m'ont invité à l'académie, ils ont invité aussi les collègues du département d'histoire et d'archéologie. Alors, vous et moi, regardons un peu notre société. Pour écrire une histoire, il faut faire des enquêtes. Il faut aller voir les archives. Les archives que nous avons à la bibliothèque, je pense, nationale, c'est ça, à Porto Novo. Bon, c'est les archives que les colons ont laissées. Nous allons faire quoi? On ira vers qui? Même si nous sortons, pour aller voir les sachants, les sages, qui n'ont pas été à l'école. Vous voyez, la mémoire est tellement courte. C'est ça. Donc, dans notre société, dans notre pays, où l'oralité a pris le pas sur la scripturalité, c'est très difficile de chercher à réécrire une histoire. Alors, j'ai réfléchi et je vais vous citer quelqu'un
Et quand je l'ai lu, Gottfried Wilhelm Leibniz, je dis, ah, et ma formation de philologue, je dis, il faut que j'interroge l'onomastique. J'interroge la science qui s'occupe des noms propres. J'interroge la science qui s'occupe des noms de lieux. J'interroge la science qui s'occupe des noms des fleuves, etc. Alors permettez-moi de citer Gottfried Leibniz, comme vous parlez de démarche. Alors, dans Bref, essai sur l'origine des peuples, déduite principalement des indications fournies par les langues, Gottfried Wilhelm Leibniz a écrit, écoutons très bien, tandis que les origines lointaines des peuples échappent à l'histoire, les langues nous tiennent lieu de documents sur l'Antiquité. Les traces les plus archaïques des langues subsistent dans les noms des fleuves et des forêts qui survivent généralement au changement de population. Les appellations les plus accessibles à notre connaissance sont celles des lieux établis par les hommes. Beaucoup de villages, en effet, et de bourgs portent le nom de leur fondateur. D'autres lieux, pourtant, doivent leur appellation aux sites, aux ressources, à d'autres qualités. Je pose, et c'est lui qui dit, Gottfried Leibniz, je pose en effet pour axiome que tout ce que nous appelons nom propre a servi un jour à nommer. Sinon, il n'aurait point de raison d'être. Ainsi, chaque fois que nous échappe l'appellation d'un fleuve, d'une montagne, d'une forêt, d'un peuple, d'une ville, d'un bourg, d'un village, nous devons comprendre que nous nous sommes éloignés de la langue ancienne. Voilà. Alors j'ai dit, il faut que j'interroge les langues locales béninoises. Et en tant que philologue, voilà comment j'ai procédé. Mais avant d'aller sur le terrain, si le chercheur même n'a pas ces hypothèses, il passe à côté. Et j'ai participé aussi à la rédaction de l'Atlas sociolinguistique du Bénin. Parce que j'ai été chercheur au Centre national de linguistique appliquée qui est devenu Institut national de linguistique appliquée. J'ai été directeur là. Alors, on a posé quand même quelques jalons. On a dit par exemple à Tiémen, c'est à Tiwémen, sans aller au fond. On a dit par exemple à Bomé, c'est à Bomé, sans aller au fond. Vous comprenez? Alors, avec ces hypothèses, je suis allé sur le terrain. Pour dire, parce que si vous n'orientez pas vos enquêteurs, ils vont vous amener loin. Alors, j'ai dit, pourquoi on appelle cette localité-là, c'est à Tiémen? Pourquoi on dit c'est à Tiwémen? Les récits ont commencé à Tiwémen. C'est un exemple, je donne, dans les bois blancs. Pourquoi dans les bois blancs? Ah oui, le sachant me dit, vous savez cela? Non, j'ai lu. Nous allons vous amener voir ces bois blancs. De l'autre côté de la mairie d'Atiémen, mais moi amené, j'ai vu ces bois blancs, une espèce de sycomore. Les gens sont cachés là-dedans, à l'époque, fuyant les razzias. Les guerriers. Alors, ces réfugiés-là, qui l'a dit, c'est à Koubalati. Et où est-ce qu'il est? On dit, voilà sa tombe. Voyez-vous? Voilà comment j'ai commencé. J'ai circulé dans tout le Bénin, j'ai circulé presque partout. Avec ces noms-là, j'ai eu des récits. Voyez-vous? Je peux dire concret, un peu fiable, pour parler de l'histoire. On aura encore le temps d'aborder dans les détails ces exemples que vous donnez si bien. Alors, vous soutenez que les noms de nos villages et de nos villes ne sont pas le fruit du hasard, mais de véritables fossiles linguistiques. Comment un simple nom peut-il être aussi fiable qu'une archive écrite? Vraiment, on a posé une question de fond.
Je vous remercie, monsieur Guédéno. Vous savez, quand la population se déplace, peut-être qu'il y a des problèmes. Ils sont à la quête de terre. Ils sont à la quête de la paix. Alors quand ils quittent un endroit pour venir dans un nouvel emplacement, mais ils nomment. Ils nomment. Mais pour nommer, c'est des circonstances. Ils voient les difficultés qu'ils ont eues. Peut-être ils ont consulté un oracle et ils nomment. Et dans ce nom-là, c'est presque un condensé d'histoire. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Non, je vais aller plus loin. Oui. Prenons le Nigeria. Prenons l'Empire d'Oyo. Là, vous allez comprendre la signification profonde de la question que vous venez de me poser. Et vous savez que Odoudoua est venu de l'Arabie, fini en islam. Il s'est installé à Ile-Ife. Des récits nous ont dit qu'il a eu un seul enfant en Gambie, d'autres disent qu'il a eu plusieurs enfants. Bref, son Benjamin, qu'on appelle Orami en Odédé, est retourné à la Mecque pour venger son père. À son retour, le papa étant décédé, les frères ont tout pris. Il y a Olowu qui a pris les pagnes du papa, il a hérité des pagnes du papa. Il y a Laketou qui est chez nous, Laketou qui est chez nous, Laketou qui a hérité des couronnes du papa. Il y a Ado Ibini, Bini City, c'est au Nigeria. Absolument. Il a hérité de l'argent. C'était pas comme aujourd'hui. C'était les Kori. Les Kori. Voilà. Et Oyo, il a hérité. Il y a Orangun qui a Ila au Nigeria. Il a hérité des épouses de son papa. Oni Chabé qui est chez nous là. Il a hérité du bétail du papa. Oni Popo, ça on va revenir là-dessus plus tard. Oni Popo, oui, quand on parle de grand Popo, Oni Popo. Il y a un lien. C'est un descendant de on va y arriver vraiment. Il a hérité des perles du papa. Alors le Benjamin Odédé dit, mais moi qu'est-ce qui me reste? Je vais hériter des terres. Alors, il était presque le seul à rester, puisque les grands frères sont partis. On peut dire même qu'il fut le tout premier Oni. Alors, il est parti avec cette hypothèse. Il est monté sur un cheval blanc. Il dit, là où le cheval va glisser, et que je vais fonder mon royaume. Voilà, il est monté. Il avait des pouvoirs magiques. Il est monté sur le cheval, il allait. Le cheval a glissé. Non loin de Ilori. Et il a nommé l'endroit là, Oyo, en Yoruba, Oyo, glissé. Le cheval a glissé là. Il dit ici, je nomme, il a glissé. Oyo. Voyez-vous, il a créé Oyo, il est. Donc quand vous entendez Oyo, qui est devenu plutôt un grand royaume. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Voilà ce qui a amené. Donc les noms, les toponymes ne sont pas les fruits du hasard. Il y a de belles histoires. Ne sont pas les fruits du hasard. Quelque chose dans oui, voilà. C'est toujours quelque chose qui les amène à nommer. Alors, en ce moment-là, il y a des guerres. Alors, quand les guerres venaient, ils se déplaçaient, arrivaient à un nouvel endroit, une nouvelle installation, ils nommaient toujours son nouvel emplacement Oyo. Jusque là où ils sont aujourd'hui, c'est le 7e Oyo, à Godoyo. Voilà. Alors, pour ceux qui ont raconté cette histoire-là depuis les temps anciens, puisque les premiers qui ont raconté ne vivent plus aujourd'hui, quelle assurance avons-nous que, disons, la quintessence même de ces
de ces pans de notre histoire est respecté, que c'est maintenu, la teneur même. Et quelle est l'assurance que vous avez, puisque vous en parlez avec beaucoup d'aisance? Merci beaucoup, M. Aounou. Bon, vous savez, quand on a décortiqué Oyo, les gens sont partis. L'Allemand l'a dit. Il dit, mais les populations passent. Mais ces noms-là restent. Oui, ces noms-là restent. Et ceux qui parlent Yoruba, vous comprenez? Il faut interroger la langue locale du milieu. Les Yoruba, ils savent ce que c'est que Oyo. Voilà, c'est resté. C'est ça. Dans la langue, ça peut rester aussi dans les chansons, ou dans les contes. Donc, le philologue a besoin, le linguiste a besoin de tout cela pour faire sortir la science. Alors, dans le travail que vous avez fait sur le cas du Bénin, concrètement, comment vous avez procédé sur le terrain sans démystifier le nom d'un lieu, sans tomber aussi dans les pièges des légendes, mais aussi des histoires populaires de façon approximative qu'on rencontre dans les villages assez souvent? Merci beaucoup, M. Guédel. La méthodologie, oui, c'est un scientifique qui parle aussi. La méthodologie de la recherche scientifique, disons, nous s'appuie sur les écrits de Claude Bernard. Oui, c'est la médecine, il y a les aptitudes. Parce que dans la recherche, il y a la rigueur aussi. C'est pas tout ce qu'on entend qu'on transcrit. C'est pas tout ce qu'on nous dit que nous acceptons. Et surtout, sur le schéma dit oérique, observation, hypothèse, expérimentation, expérience, résultat, interprétation et conclusion. Toute étude scientifique commence par l'observation des faits, ce qui permet par la suite de procéder à l'analyse et de faire des généralisations. C'est très important. L'observation constitue l'étape empirique de toute recherche. Voilà. Nous sommes partis des hypothèses. Et sur le terrain d'enquête, nous avons travaillé avec plusieurs formateurs, des sachants. Les gens n'ont pas été à l'école, mais ils ont la connaissance. Et procéder à une explication croisée des informations recueillies et celles aussi tirées de la littérature écrite. Voilà ce que nous avons fait. Alors, mais quand nous allons sur le terrain, nous n'avons pas toute la vérité sur le toponyme, mais nous posons la question. Et nous recueillons les réponses, mais on ne s'arrête pas là. On dit, est-ce qu'il y a des vestiges? Est-ce qu'il y a des vestiges qui peuvent illustrer? Il y a des fossiles qui nous permettent de voir. Oui, on va voir, et on est certain. Par exemple, on va peut-être revenir là-dessus. Là, nous appelons l'Okosa. Il est le chef-lieu aujourd'hui à raison du nouveau président de la République, du chef de l'État, son excellent Romial Wadaï. Et voyez-vous, l'Okosa Ouedeme. Alors nous sommes allés là. L'Okosa, d'accord. Mais où est l'Iroko? Voyez-vous, on a entendu l'Okosa. Attendez. Les sergents nous ont parlé, mais nous ont amenés derrière la mairie. Vous allez derrière la mairie, vous allez voir ce temple-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis Tofort, les gens fuyant Razia, d'Agaja, Niao Toto, et vous qui étiez là, où aller, qu'on soit bon son frère à consulter, et on lui a dit, ils retrouveront la paix sous un Iroko. Mais quel Iroko? Vous voyez, depuis Tofort, ils ont rencontré plusieurs Iroko, mais arrivé là, à cet endroit-là, l'oracle a dit, voilà, ils nous ont amenés là. J'ai vu ce Iroko là, ce Iroko. est très vieux, il n'existe plus. Mais ça a été... Non, attendez, mais ça a poussé. Ça a laissé un plan, il y a d'autres Iroko là. Mais
l'ancien Iroko a été déifié et nous avons vu. Voilà. Merci vraiment, professeur, pour ces détails. Qu'est-ce que cela vous a coûté en termes de, disons, de mobilisation humaine, en termes d'efforts intellectuels? Excusez de peu, malgré votre âge, vous en parlez avec beaucoup de facilité, vous retenez les mots, tout ce que vous avez vu sur le terrain, et également en termes de coûts. Et qui vous a aidé à faire tout cela? Non, j'allais sur le terrain, c'est l'académie en Salbe qui m'a envoyé sur le terrain, avec ordre de mission, voyez-vous. Et j'ai pris avec moi deux de mes étudiants, niveau BAPES, qui m'ont accompagné, c'est tout. Voilà. Est-ce que ce n'est pas trop insignifiant? Parce que je reviens sur la question de Franck Carnon, s'il me le permet. Oui. En Europe, aux États-Unis, en Chine, quand ils ont pris très tôt l'importance de l'histoire, ils y ont consacré beaucoup de moyens. Ils sont capables de poursuivre un bout de papier jusqu'à l'autre bout du monde, justement pour justifier un pan de l'histoire. On voit ce qui se passe en Égypte, on a mis beaucoup de moyens, beaucoup de ressources et même beaucoup de moyens matériels au plan technologique. Vous êtes associé avec deux de vos étudiants, un niveau certain, je peux le confirmer ici. Est-ce que vous pensez que si dans notre cas, on s'y était pris un peu tôt, avec une volonté politique, nous aurons plus de chances d'exhumer de belles histoires avec beaucoup plus d'éléments? Voilà. Merci beaucoup, M. Guédenon. Oui, ça, c'est vraiment un début. C'est pour baliser le terrain. C'est pour voir le rapport entre les récits et l'authenticité. Le rapport entre les récits et l'historicité des faits que nous avons fait ce travail-là. Mais on va plus loin. Parce que je pense que les gens nous suivent, les autorités. Il nous faut des fouilles archéologiques. C'est ça. Voilà. De façon plus Ça poussée. va venir. Il nous faut des fouilles archéologiques. On peut aller à Lokossa. Là, par exemple, on va faire des fouilles archéologiques pour voir tout ce qui est enfoui là, pour comprendre beaucoup d'autres choses. Il nous faut cela pour faire comme les autres ont fait. Mais pour le moment, pour résoudre certains problèmes de notre société, nous avons commencé par l'onomastique, les noms de lieux. Voilà. On peut dire que c'est une première étape. Mais on peut aller là pour dire ceux-là qui ont quitté Tofo. Ce sont les Aïzors. Et la langue qu'on parle dans la localité, c'est le Kogbe, on dit Aïzor. Voyez-vous? On peut faire cela pour voir ce qui est là et pour tirer encore d'autres conclusions. Alors, vous saluez cela comme étant un bon début, étant dans la discipline, étant dans la science, avec les informations que vous avez d'un peu partout et comment la science évolue aussi ailleurs. Est-ce que vous pensez que les esprits sont vraiment prêts pour s'y engager véritablement? Je n'ai pas compris cette question. Quel type d'esprit? Quelle catégorie d'esprit? Vous avez lancé un message à l'endroit des autorités, par exemple. Oui. Vous les voyez vraiment très engagés? Parce que nous savons les thématiques sur lesquelles nos autorités s'engagent véritablement à fond. Au plan politique, il n'y a rien à dire, mais quand il est question de la science, de cette discipline-là, c'est parfois superficiel. Je salue au passage le gouvernement de Talon, je salue au passage le gouvernement du président Romain Wadaï. Dans le programme du Bénin révélé, ça, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc tout dernièrement, j'ai dit qu'il y a quand même une commission, ils ont créé le 3 décembre 2025 pour étudier le patrimoine toponymique et la mémoire nationale. Oui, c'est très important. Donc ça là déjà, je peux dire que ces autorités ont pris conscience. Et en étudiant ce patrimoine toponymique, alors on va voir ce qui va se passer sur le terrain. S'il est nécessaire de faire des fouilles archéologiques, on verra. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Napoléon Bonaparte a dit, on s'engage et puis on voit. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On s'engage et puis on voit. On s'est engagé,
Mais le reste viendra. Professeur, si nous prenons l'exemple de Cotonou que vous avez évoqué tantôt, on se rend compte que l'administration coloniale a soit francisé ou déformé un tout petit peu les noms locaux, Parakou, Cotonou, Ouida ou Porto Novo. Mais dans quelle mesure cette déformation, cette altération a enlevé quelque chose, disons, à l'histoire de notre pays? Merci beaucoup, M. Aoun. J'ai dit tantôt que j'ai interrogé les langues locales béninoises. J'ai dit tantôt que la langue est le véhicule de la pensée, de la culture, de la civilisation et de l'histoire. Les faits de Cotonou, ce cadre géographique, c'est à travers la langue Tofi. Oui, c'est à travers la langue Tofi. Je vais vous expliquer. Alors, le Tofi, nous, on dit les Français, vous voyez, les bandes de fréquence de langues étrangères ne coïncident pas souvent avec les bandes de fréquence des langues d'origine. Le français, qui est une langue romane, n'est pas du tout pareil, n'est pas typologiquement. Et on ne peut pas le comparer typologiquement au Tofingbe, qui est une langue de type isolant. Alors, lui, il a entendu Cotonou, il a rapproché ça de sa fréquence acoustique, des sons qu'il a l'habitude de prononcer dans sa langue, il a dit Cotonou. Mais le chercheur, Cotonou ne veut rien dire pour nous. Cotonou ne veut rien dire pour le Tofinou. Cotonou ne veut rien dire peut-être pour le Khola. C'est francisé. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour dire Cotonou? Ils ont dit Cotonou. Ah, Cotonou. Cotonou. Ah, on voit le bord à côté de To, la mort. Ah, quelque part là où on meurt, dans une eau, on dit voilà la baie. Et je vous fasse une question avant de l'oublier. Oui. Alors, sur la base du travail que vous avez fait, oui. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par une volonté politique, de retourner à nos origines? Par exemple, qu'on rebaptise Cotonou, qu'on rebaptise Parakou. Vous allez y arriver certainement Parakoulou, parce qu'on en parle souvent là-bas, j'en ai entendu. Oui. Ouida, d'autres locaux, à Tiémé, tout ça, est-ce qu'on peut retourner à ces origines-là? Bon, je ne peux pas parler à la place des autorités, mais je suis peut-être moralement certain qu'au bout du compte, la commission de toponymie et de la mémoire nationale que préside Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'ancien ministre d'État, Irénée Pascal Koupaki, cette commission, on arrivera là. Et ça a été fait au Sénégal, où ils ont débaptisé beaucoup de rues, voyez-vous. Et je pense que c'était en parle. Pourquoi dire Stade René Pleven? Pourquoi dire Charles de Gaulle? Pourquoi dire ceci, cela? Je vais parler au nom des autorités. Mais je suis moralement certain qu'en créant cette commission, ce point arrivera. On y arrivera. Oui. Alors, nous allons maintenant vous soumettre à un exercice. Vous allez bien vouloir choisir deux. Non, on n'a pas fini. Ah, d'accord. On n'a pas fini les questions. Parakou, voilà. Oui, allez-y. Parakoulou, voilà. Parakou, il faut qu'on vous explique le phénomène. Et je l'ai dit, en français, il n'y a pas la labio-vélaire. Le français n'a pas la labio-vélaire. Alors quand ils ont entendu Parakoulou, ils ont rapproché ça des bandes et de références acoustiques dans leur langue, le son proche de leur oreille, ce qu'ils ont l'habitude de prononcer. Bon. Voilà cette question-là. Ça vaut pour abaumer,
ils n'ont pas la lettre de gelée sonore bas. Dès qu'ils entendent ça, alors ils rapprochent ça du son qu'ils ont dans leur langue, etc. Voilà. Est-ce que pour ces villes, vos recherches ont documenté des histoires autour de ces noms? Abomey, par exemple. Oui, Abomey, oui. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des histoires autour? Des histoires autour de quoi? De la signification du nom. Abomey? Abomey. Ah non, Agbodomey, non, c'est dans les livres d'histoire. Voyez-vous, c'est pas ce Badia, quand il a construit un royaume, il a fait un grand cercle pour dire voilà, ici, voilà la clôture. Hein, c'est ça ils appellent Agbodomey. Dans l'enclos même, voyez-vous. C'est ça qui est devenu Abomey. Il a circoncis son... Voilà, il a circoncis. Voilà. Allez, je parlais de cet exercice auquel nous allons vous soumettre. Vous allez bien vouloir choisir 2 toponymes emblématiques dans votre ouvrage, hein, l'un dans le sud et l'un dans le nord, pour illustrer un peu une migration ou un fait de guerre. Lesquels seraient-ils, si par exemple on vous le demandait? Bon, on peut prendre Niki. J'ai pris mes notes pour ne pas dire des bêtises. On peut prendre Niki au nord. Voilà. Et souvent, les gens sont en quête de terre, en quête de tout, voyez-vous. Donc, Niki, en bâton, ils disent Katini Niki Niki, sol sombre, sol noir. Et c'était une zone de terre giboyeuse. Alors, dans ce cadre géographique, il y avait des gens qui y habitaient. On dit que c'est des Batombo aussi. Mais vers les années 1500, il y a d'autres Batombo, les Wassangari. Et ils vont à cheval. Ils ont quitté Boussa, ce qu'on a appris en histoire, pour chercher à conquérir et ceux qui sont là. Voilà. Donc ils ont réorganisé la cité politiquement. Et je pense que c'est eux qui sont les chefs politiques aujourd'hui. C'est le chef politique qui est souvent appelé roi. Voyez-vous. Donc, pour ce cas-là du Nord, je pense que... C'est cet exemple. Allez, dans le sud maintenant. Oui, dans le sud, bon, quel exemple vous voulez, on peut citer Robon. On peut citer Robon. Bon, ce cadre géographique, c'est monsieur Monou, l'ambassadeur Monou Yves Edgar Personnable, qui a l'habitude de dire, il avait l'habitude de dire, la ville aux 3 noms. Adaché, Robonou, Porto Novo. Voilà. Bon, les récits nous ont dit qu'il y avait des Yoruba sur ce territoire. C'est pourquoi ils appellent là Adaché. Parce qu'au Nigeria, près de Ilorin, il y a Ajaché-Epo. Si on peut prendre cette considération, on peut dire vraiment il y avait des Yoruba là. Bon, vous savez ce qui s'est passé quand les gens ont quitté Aladakhonu, ont quitté Tado, passant par là, ils devaient passer. Ils se sont réunis quelque part pour finir leur conflit à Wegbo. Et un a pris la direction de Huawei, ça doit être d'Obagli, on a pris la direction de Huawei. Un est resté là, à Sekou, là, à Rada, et l'autre, Zozérigbe, de Agbani, a pris le chemin de Sémé pour tomber là où on pouvait appeler à l'époque Adjaché. Alors, il a demandé de terre, c'est normal, l'étranger qui vient, il vous demande un peu, hein, mettez-moi. Le chef d'Akron, il en a donné, et chaque fois il provoquait, et ça c'est qu'il a pris le dessus. Et il a construit une grande maison, hein, qu'il appelle grande maison, et Robonou devant la grande maison, C'est pourquoi le titre authentique des rois de Porto Novo, on les appelle les Huénon, les possesseurs de cette maison. Voilà. Donc quand il a pris le dessus, il est devenu roi, il a étendu son pouvoir
un peu partout. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous, professeur. Vous avez promis revenir sur Onik Popo. Ah, merci beaucoup. Onik Popo. Onik Popo. Onik Popo, Onik Popo, Onik Popo. Voilà, c'est un des fils d'Odoudoua qui est installé dans cette région-là. Et vous voyez, heureusement que le toponyme est resté. Heureusement que le toponyme est resté. Si le toponyme n'était pas resté, on ne saurait pas. Voilà, c'est les Français qui ont dit Popo. N'ayant pas de l'abbé velet sourd, je reviens là-dessus, ils ont dit Popo. Et dans les écrits, on dit cette région, on appelle Grand Popo, là. C'est une partie. Il y a une autre partie dans l'actuel Togo. Et à l'époque, il n'y avait pas de Togo, il n'y avait pas de Dahomey non plus. Donc, il avait fondé un royaume là, et dans la capitale, à Gbanakin, qui est dans l'actuel Togo aujourd'hui. La capitale de ce royaume est à Gbanakin. Et c'est normal. Onik Popo, c'est lui qui a hérité des perles. Voyez-vous, cette région-là fabrique les perles jusqu'au Ghana. Et quand vous allez au Ghana, il y a des Yoruba Aïna, on les appelle Aïna, et Ga, qui sont là. Je suis allé, je ne sais pas, l'année dernière, 2 ans, le roi d'Aflao m'a invité pour un anniversaire. Alors, lorsque nous sommes allés à Flao, j'ai lu Ketu District. Ketu District. Ketu. Jusqu'ici, voilà, j'ai compris que le pouvoir de Onik Popo s'étendait jusque sur ce territoire-là. Alors, quelqu'un a dit que... Ils sont partis de là, ils sont quelque part à Savin. Et quelqu'un m'aurait dit, paix à son âme, le professeur, mon ancien professeur, feu professeur Titi Toussaint, il m'a dit qu'il y a longtemps que dans cette région-là, on les saluait, comment on dit, Okua Djanou, Omo Onik Popo, Okua Djanou, Omo Onik Popo. Elle me l'a dit. C'est pas si on a l'habitude de les saluer ainsi, dans cette région Grand Popo, donc cela veut dire que ce sont les descendants de Onik Popo. Voilà, vous m'avez dit quelque chose. Alors, quelqu'un a dit qu'à vouloir tout exhumer, on risque de réveiller de vieux démons qui peuvent compromettre l'ordre social d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que cette idée n'est pas un frein à vos travaux, ou jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cette quête-là? Pour Popo ou bien pour tout? Non, pour tout. Non. Nous sommes en train de montrer l'authenticité de ces récits. De montrer l'historicité pour nous permettre de nous connaître. Aux enfants à l'école, de se connaître. Voyez-vous, c'est ça, de se connaître. Voyez-vous, si l'Okosa, les connus qui sont là, il dit que là, il est venu de Tofo. Et vous n'y a Toto. Voilà l'Iroko. Ça leur permet de se connaître davantage et d'être fiers. Voyez-vous, et à l'école, on va le prendre, voilà un peu votre histoire. Voilà. Et quand on connaît son histoire, quand on connaît son passé, on peut aller loin. On peut aller loin. Alors, oui. Quelle est alors la portée de ce travail-là? On va où? On va pour construire davantage notre pays. Ça, le développement, c'est un tout. Et sans le volet culturel, c'est difficile d'aller loin. Regardez ce grand projet, le Grand Nokwe. Regardez la commission que le gouvernement a mis sur pied. Mais c'est pour résoudre ce problème-là de développement. Et mieux, plus on vous écoute, en tout cas plus moi je vous écoute, j'ai le sentiment que les peuples sont vraiment interconnectés. Oui. Si à Grand Popo aujourd'hui, Grand Popo d'aujourd'hui, oui, un Yoruba peut reconnaître, je dirais, sur cette terre, un Yoruba peut se retrouver sur cette terre. Pareil pour un Béninois qui va peut-être au Nigeria à Benin City et qui peut aussi se retrouver sur cette terre. On a le sentiment que aux temps anciens, eh bien, il n'y avait pas une grande différence entre nos peuples. Oui, non, il n'y a pas de différence. Vous savez, si vous lisez Nikwe Gaibor, le professeur Gaibor, ils étaient tous ensemble, ils ont quitté la vallée du Nil pour aller juste à Tado. Et après, ils ont quitté encore Tado. Vous voyez, c'est comment ça s'est passé. Le professeur, père son âme, mon ami professeur Hirokofé m'a dit, à Tado, là où il y a le palais,
Vous savez comment on appelle le quartier? Non. Adjaché. Comment? Adjaché. Qui se retrouve à Porto-Novo? Tado. Là où il y a le palais, là. On appelle le quartier là Adjaché. Et que à Tado, ils parlent beaucoup Yoruba. Oui. Ils étaient ensemble. Et vous voyez, tel s'installe là, un autre groupe arrive, tel quitte, et ainsi de suite. D'ailleurs, quand vous prenez, moi par exemple, quand je vais au Nigeria, un jour, j'allais au Nigeria, j'étais à l'aéroport là, mon passeport. Le policier lui dit Bada, il dit, mais qu'est-ce que moi, je vais aller chercher au Bénin. Pour lui, c'était... Je dis non, je sais, mais mes parents m'ont quitté, mes amis ont quitté là il y a longtemps. Il dit, Bada, il faut en Nigeria, Je dis oui, mais je sais, mais nous sommes de l'autre côté. De par mon patronyme, il dit, mais vous êtes du Nigeria, vous comprenez? Et il fait référence à quelle zone au Nigeria? Oyo, il y a les Bada. Alors, Il y en a beaucoup. Vous voyez, pour terminer votre idée, mais aujourd'hui, les gens vivent quand même en symbiose, dans la paix. Parce que vous arrivez quelque part, c'est quelqu'un qui vous a donné asile. Et il y a la cohabitation. Il y a aujourd'hui les brassages, il y a les mariages. Voyez-vous, donc il n'y a pas de oui, problème. mais c'est vrai, ça ne va peut-être pas disparaître totalement, mais l'évolution de notre société, du monde aujourd'hui, fait que nous cultivons un peu l'individualisme, on se retrate, on veut vivre loin des autres et tout. Est-ce que c'est pas un risque à l'effritement un peu de ce ciment qui a caractérisé un peu les histoires qui ont existé entre les peuples? Bon, on ne va pas revenir vraiment sur ça. Je sais. Jusqu'à ce jour, et certaines faits sont restés. Je ne vais pas trop citer. Entre les Yoruba, et surtout les Idacha et les Fonds. Ça, c'est les faits de guerre, ça. Je pense qu'on a dépassé cela aujourd'hui. Nous devons dépasser. Je sais qu'il y a des faits comme ça entre les Patombo et les Betamaribé. Je sais. Essaie de dépasser pour pouvoir cohabiter. Vous voyez, Nati Tengu, on va en arriver peut-être là. Nanto Tengu, la cité de Nanto, c'est un Wama. La cité de Nanto, c'est un Wama. Mais si vous allez à Nati Tengu aujourd'hui, mais il y a les fonds. Moi, quand j'étais allé à Nati Tengu pour la première fois, je dis, mais quoi? J'entends Fongbe, mais comment? Je dis, mais où sont les habitants? Fond. Je dis, non, des Wama. Voilà, on dit, vous voyez des montagnes, là, vous allez voir les Betamaribé, vous allez voir les Dindi, vous allez voir, vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez à Porto-Novo, on a parlé d'Adjaché, on a parlé de Khogbonou. Porto-Novo, il faut revenir un peu là-dessus. On n'avait pas fini pour cette question. C'est en 1752. Eucharistus de Campos. Voyez-vous, il a quitté chez lui et il a vu que cette région-là ressemblait à un port chez lui. Il dit, c'est un nouveau port. Porto Nuevo. Eucharistus de Campos, le portugais a dit Porto Nuevo, c'est en 1752. Et les Français ont dit Porto Novo. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens cohabitent là. Vous allez voir les Tori, à Porto Novo, là, il y a les Gounous, il y a les Yoruba, il y a Yibo. Voilà, les gens cohabitent. Sachant qu'il y a des autochtones qui ont fondé la localité. Est-ce qu'il y a des leçons d'histoire environnementale à tirer de vos travaux de recherche sur le terrain, puisqu'il n'a pas rare de tomber sur des noms d'un arbre ou d'un cours d'eau ou d'un animal d'une ville ou d'un quartier? Il y a un nom d'un arbre locosa, par exemple, c'est un arbre liroko. Qu'il faut respecter, qu'il faut entretenir et protéger. Oui, respecter. Il faut respecter
la faune, il faut respecter la flore aussi. Alors, comment vos pairs historiens et anthropologues ont-ils accueilli cette démarche qui place la linguistique au cœur de la validation des faits historiques? Merci beaucoup. Ils n'en sont pas jaloux? Pas du tout. Hein. Bon, un scientifique ne peut pas être jaloux. Alors là, c'est une question profonde. Hein. Et vous savez, on ne peut rien étudier aujourd'hui. On ne peut, j'ai écrit ça dans cet ouvrage-là, on ne peut rien faire dans toute sa dimension, hein, en partant seulement de la disciplinarité. Ce n'est plus possible. Il faut utiliser la démarche de la pluridisciplinarité, de la transdisciplinarité et de l'interdisciplinarité. La toponymie, ce n'est pas seulement le linguiste qui l'étudie. Vous voyez, la toponymie convoque 3 disciplines. La linguistique, voyez-vous, qui essaie d'expliquer ce que ça signifie ce toponyme, cet énoncé. Il y a la géographie qui donne le cadre géographique de l'objet. Quelle période à peu près? Et ça, c'est le domaine de l'histoire. De l'histoire. Voyez-vous, c'est les 3 disciplines ensemble. Qui se rencontrent. Mais c'est ça, pour étudier à fond cette question-là. Vous voyez, notre école doctorale chez nous, à Calavi, on l'appelle école doctorale pluridisciplinaire. Mais vous êtes sociologue, il n'y a pas ce sujet-là que le sociologue peut que par la méthode en sociologie résoudre. C'est ça. Dans toute sa dimension, non. C'est pourquoi dans les jurys de thèse chez nous, jusqu'à ce jour, il y a toujours un non-spécialiste qui est membre de ce jury-là. C'est ça. Si c'est un sociologue, vous allez voir peut-être un linguiste, il dit son point de vue. Vous allez voir un historien, vous comprenez? C'est pour un philosophe. tous les contours. Tous les contours. Voilà comment nous marchons aujourd'hui. On va finir cette émission par une dernière partie en 3 questions pour voir les bénéfices pour le Bénin en termes d'enjeux culturels, politiques et touristiques. Alors, le Bénin investit massivement dans la promotion de sa culture et de son tourisme. Comment l'État et les guides touristiques justement qui sont chargés de raconter nos histoires, notamment à des touristes, peuvent-ils s'approprier votre travail pour enrichir l'art de raconter des histoires autour de nos sites historiques? Merci beaucoup, M. Guédon, pour cette question. À partir de cet instant, on peut commencer par dire Coutons-nous. Voilà, intéressant. Alors, voilà, à partir de ce que nous avons ébauché ici, on va demander aux autorités, à nos dirigeants, de commencer par restaurer les sites touristiques. Par restaurer les sites touristiques. Si on prend par exemple la commune de Soava, d'ailleurs ça attire déjà les touristes. Qu'est-ce que ça a de particulier? Potentialités Qu'est-ce que ça a de particulier? C'est bâti sur l'eau. Ganvier, c'est de la commune. L'arrondissement Ganvier 2, c'est bâti sur l'eau. Et ça intéresse les touristes, ça les attire. Mais dans les autres arrondissements de cette commune, il y a des potentialités touristiques que nous allons demander au gouvernement de restaurer. Et ça va attirer davantage les touristes. Alors quand ils vont par exemple à Soava, l'ouvrage a parlé de Soava, il explique l'histoire, il explique l'histoire de Ganvier, enfant de Gand, et ils vont voir ci, ils vont voir ça. Par exemple, je pense que le gouvernement en arrivera là. On a dit tantôt Cotonou. Ça peut intéresser les touristes qui vont venir. On va les amener là où il y a cette baie-là, mais restaurer cette baie, construire je ne sais quoi là, pour dire voilà, Cotonou a commencé ici. Ça va les intéresser, vous comprenez. Alors, si on va au Dahomey, alors on nous a dit que Wegbadia a envoyé son fils Wessou, qui est devenu Akaba, par la suite à Dan, qui doit être un chef de Guédévi, pour lui demander des terres. Dan a donné, fatigué, et Dan aussi a utilisé la ruse pour faire tuer Wessou. Vous voyez, il a causé un grand trou. Et ces 2 chiens, heureusement qu'il avait 2 chiens qui sont tombés dans le trou, et il a compris. Il est allé voir Wessou, il est allé voir Dan,
Et donc on dit, mais quoi, si Dieu me tuer, pour que je n'en ai plus. Il va te tuer, il l'a tué. Il a mis le pied dans son ventre, hein, pour faire sa case. Mais si on peut retrouver ces endroits-là aujourd'hui, ces ruines-là aujourd'hui restaurées, on dit voilà, là va commencer l'histoire du temps romain. Ça va attirer beaucoup de touristes. Si on va au nord, il y a beaucoup de sites comme ça. On va restaurer. Si on va au nord, on a parlé tantôt de Nati Tengu, Nanto Tengu. Ouais. Les générations passeront tant que la terre sera terre. Il n'y a pas d'autre changement. Si on ne débaptise pas ce cadre géographique, mais ce serait la cité de Nanto. Mais ce Nanto vivait où? Vous comprenez? Ah, il était ici, voilà sa case. Si on peut restaurer cela, on dit voilà le fondateur, voilà là où il est, voilà, c'était pas son bétail, etc. Vous voyez aujourd'hui, pourquoi les gens courent? Des millions cotisent dans les églises pour aller en Israël, non? Hein? À Jérusalem. Visiter des vestiges. On dit dans les églises, 2 millions, et les gens donnent. Parce qu'on dit là, Golgotha, voilà. Là où Jésus est mort, on a construit une chapelle là, tout le monde veut aller voir. L'histoire reste encore vivante là. C'est ça. Et Marie, la mère de Jésus, a été enterrée à Josaphat. Et les gens vont voir le tombeau de Marie. Les gens prévoient. On dit Jésus a été baptisé par Saint Jean dans le Jourdain, c'est ça. Tout le monde va là, on prend dans les bidons ce taux-là. Et on dit que là, Jésus a fait ci. Vous comprenez? Et ça attire les gens. Et les gens ont construit. Regardez aujourd'hui à la Mecque. Les gens disent, le prophète, voilà, son tombeau est là, on ira prier. Il y a tel fait. Vous comprenez? Voilà, et ça attire. C'est comme ça un peu partout, hein, en Inde, en Chine, au Brésil. Donc, restaurer ces sites touristiques à partir de ce que nous avons dit, ces bois blancs-là, il faut les restaurer. À Cuba, vous avez vu, ça existe encore? Là, je dis, vous allez à Tiémé aujourd'hui, vous allez voir. De l'autre côté, hein, de la mairie, vous allez voir le tombeau de Akubalati. Voyez-vous, au commun, dans les Chindan, les gens fuyaient les razzias de Agadja. Dans les Chindan, vous voyez comment il y avait des Chindan qui ont bien poussé. Où est-ce que ces Chindan, ça s'est passé où? Quel endroit? On peut restaurer là. C'est un site touristique, voyez-vous, voilà, etc. La deuxième question, avant la troisième que Eric va vous faire tout à l'heure, lors des découpages, par exemple, territoriaux de création de nouveaux quartiers, on assiste parfois à des baptêmes de lieux sans lien avec l'histoire locale sur la base de ce que vous avez fait. Alors, quel plaidoyer faites-vous auprès des décideurs politiques et des collectivités locales pour la sauvegarde de notre patrimoine toponimique? Oui, là, je vais vous sortir un document là. C'est une très bonne question. Bon, ça vous avez posé une question d'adressage, d'asphaltage, etc. Et j'ai participé en 2018. Bon, mais que là, la commune a organisé. Enfin, là, il a fait un truc d'asphaltage. Donc, on devait nommer les rues. C'est 72 rues. Voilà, le cahier de charge est ici. Et ça, c'est le professeur Iroko qui a fait ce cahier de charge. Je suis resté dans cette commission-là avec le professeur Jérôme Aladaye, historien. J'étais le grand rapporteur de ce groupe-là, Iroko Félix et quelques-uns. Voilà. Et souvent, on choisit le nom des héros. Ok, pas de problème. On peut choisir le nom d'un héros qui a peut-être habité là, qui a peut-être dirigé. Il y a des noms en Cadavi aujourd'hui qui portent le nom de Jean Pliard. Le jour peut-être le gouvernement va prendre ce rapport, va prendre ces choses en compte. Et on va dire rue Jean Pliard. Il y a une rue là, on dit Parana. On dit, mais c'est ça qui fait qu'on connaît le quartier. Voilà, rue Parana. Vous c'était fait là. Maintenant, on peut, voilà, le professeur Iroko a dit, on peut toujours, on peut tenir compte des faits mémoriels du passé ayant marqué la mémoire collective. Peut-être c'est un monsieur qui était resté là, qui protégeait tout le monde. Il a acheté sa parcelle, il a construit, il était généreux. On peut toujours donner son nom à une rue. Voyez-vous? C'est ça. Voilà. Donc il faut que quand même, ça ait un rapport avec la mémoire collective. Hein? Il a posé des actes de bravoure dans une région. Il peut être bâtonnou,
et à Porto Novo, on peut donner son nom à cette rue. S'il a développé, s'il a fait des choses, etc. Là. Je pense que vous avez compris. Oui, avec l'indulgence du réalisateur, nous allons poser la toute dernière question. Est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui, à la lumière de tout ça, de voir dans notre programme éducatif la possibilité d'enseigner justement ces faits assez importants dans nos écoles, dans nos collèges? Merci beaucoup, monsieur Guédénon. Merci beaucoup, monsieur Aoun. C'est exprès, je suis venu avec cet ouvrage-là. Ils ont fait ça en leur temps. Et où sont prières. Alors, quand vous regardez cet ouvrage, on a laissé beaucoup de peuples de chez nous. Beaucoup sont à l'écart. Donc, celui qui est de Lokosa, un Kotafon. Celui qui est de Tinweme. Celui qui est de Sakete, Itakete. Et celui qui est de Pobé. Et celui qui est de... Vous comprenez? Nanto Tingu. Celui qui est... Vous comprenez? Mais l'élève, quand même, a besoin d'entendre quelques bribes de son histoire pour savoir quand même qu'il vit, etc. Donc si vraiment on peut rééditer en rééditant cet ouvrage-là, ou bien à partir de cet ouvrage, si on peut réécrire l'histoire de mon pays, on va essayer, c'est pas beaucoup, pour les cours élémentaires. Commun, au commun, ça a été dit par les Wachi, parce que à Gadja, nous faisions la radio de roi à Gadja, nous faisions ceci, nous faisions cela. Vous comprenez? Et c'est telle période, les années de Gadja, en 1708 à 1732, voilà. Ils seront fiers de... à l'école, on nous a parlé aujourd'hui de temps. Les gens de la TM, ils ont parlé de la Koubalati. Ah bon, ils ont parlé... Oui, c'est lui qui a fondé. Ils sont cachés dans les bois blancs, mais où sont ces bois blancs? Les gens connaîtront un peu. Alors, ils seront fiers d'être citoyens. Absolument. Donc vraiment, c'est une bonne proposition. On va voir peut-être, on va parler aux autorités de l'académie et nos autorités. Si ils veulent bien, ils vont corriger cela et compléter l'histoire. Alors, le réalisateur du jour, il est de la région de Doyi. Vous en savez quelque chose? Doyi, là, ça doit être... Voilà. Quand on parle, ça doit être la région de l'académicien ici. C'est ça, l'académicien Jean-Pierre ici. Alors quand on monte sur on là pour aller à Gatobo, il y a une ruelle là, et ça mène à Doyi. Je ne suis pas encore allé là, mais j'irai. D'accord. Voilà. Professeur Médard Dominique Bada, il est philologue, chercheur, membre du programme de réécriture de l'histoire du Bénin. Avec lui, nous sommes allés dans les pages de cet ouvrage que je vous recommande vivement. C'est intitulé Toponymie et histoire du Bénin, des noms et des lieux pour une interprétation des faits historiques. C'est riche, c'est un bréviaire, c'est riche en histoire. Vous voudrez bien lire, le faire lire à vos enfants, leur expliquer le contenu, ça leur fera du bien. Professeur, merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, monsieur Aounou. Merci beaucoup, professeur Guédénon, pour m'avoir vraiment posé ces questions. C'est nous qui sommes honorés. Il y a quelques questions qui m'ont permis vraiment d'expliquer ma démarche. Voilà. Merci Eric, merci à toute l'équipe de réalisation. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. On se reprend dimanche prochain.